aux racines du shiatsu. Il est toujours intéressant, lorsqu'on pratique un art, de connaître les racines de cet art. C'est ce qui nous permet finalement peut-être d'avoir un geste qui va se nourrir ou s'enrichir de quelque chose de particulier. Aussi, je vous propose d'aller à la rencontre des racines du shiatsu à travers deux axes principaux. Le premier axe qui est l'axe culturel et philosophique, qui va nous permettre de comprendre sans doute que cet art du soin qui est le shiatsu a des origines qui vont chercher très très loin et qui sont très spécifiques à la culture qui a fait naître cette technique de toucher du corps, cette technique thérapeutique. Le deuxième des champs dans lequel je vous proposerai un deuxième texte à propos de ces racines, c'est sur celui qui concerne le champ technique et notamment les origines même de cette pratique dans sa dimension soin, c'est-à-dire les anciennes techniques thérapeutiques du Japon et notamment l'une d'entre elles plus spécifique qui s'appelle le Gampo, qui est la technique qui a été celle qui a servi de racine, de creuset à la pratique du shiatsu. Voyons tout d'abord ce qu'il est et ce qu'il en est au niveau du champ philosophique. Le shiatsu est un art, donc c'est un art du soin parce qu'il a une sophistication conceptuelle qui est vraiment extrêmement grande et qui est en fait inversement proportionnelle à celle de l'apparente simplicité du geste. La forme qui fait qu'une simple pratique de bien-être, d'ailleurs, n'est peut-être pas aussi simple qu'elle en a l'air, eh bien, est sans doute liée à l'essence de ce qu'elle est, à ce qu'elle porte en elle-même, à la dimension, on va dire, qui va au-delà de ce qui est visible, de ce qui est directement perceptible. Il faut quand même savoir que le shiatsu, c'est la deuxième médecine officielle du Japon, et que par conséquent, il en est, avec cet art du soin, de véritablement quelque chose qui est profondément enraciné dans la culture, profondément intégré et accepté en tant que tel. Pour comprendre la véritable dimension de cette pratique, d'ailleurs, eh bien, il nous faut évoquer au niveau culturel d'où vient cet art qui s'appelle le shiatsu. Qu'est-ce que c'est que cette culture si particulière du Japon qui fascine et qui fait rêver. Dans sa dimension thérapeutique, l'art du soin qu'est le shiatsu dépasse largement la seule question des points d'appui sur le corps. Il va bien au-delà du visible et du manifesté, il dépasse le ressenti physique, il va atteindre au subtil même de la vie et des flux qui l'animent. Parce qu'au Japon d'ailleurs, et très profondément, ce qui compte, ce qui importe, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes, mais c'est leur âme. Pour saisir cela, il faut comprendre ce qu'est l'essentiel même de cette culture dans laquelle s'enracine le shiatsu. Les Occidentaux ont souvent du mal à percevoir ce qui touche un Japonais. Ce qui importe pour un Japonais, ce n'est pas le visible, mais c'est l'invisible. Ce n'est pas la forme, mais celui qui l'a créé. Ce ne sont pas la manifestation, mais c'est la source de cette manifestation. La pensée japonaise, en fait, est profondément animiste. Elle donne à chaque forme de vie, quelle qu'elle soit, même les objets, une âme noble, une essence subtile, quasi divine, qu'elle appelle kami. En ce sens, toute opération humaine peut devenir une œuvre et toucher à l'absolu. Tout artisan talentueux peut devenir un maître, voire un trésor national, à condition que de son geste émane une âme véritable, ce qui incarne l'excellence de ce qu'il produit. Et le shiatsu ne fait pas exception à cela. Son geste n'a de valeur, de pertinence et d'efficacité que par sa valeur technique pure, mais aussi par l'âme de celui qui la pratique. Et ça, cela demande de l'exigence, ça demande de l'excellence. Parce qu'on considère au Japon que l'âme est une essence dont la brillance et la noblesse se travaillent. Elle se peaufine, elle se martèle, elle se polisse, elle s'aiguise comme la lame d'un sabre, et nous aurons l'occasion de voir combien cette notion de lame, de sabre, et cette essence même du domaine qu'est le Bushido, est vraiment très intriquée avec ce qu'est le shiatsu. Michel Random, qui était un journaliste qui a écrit beaucoup, qui a été assez fasciné par la culture du Japon, évoquait d'ailleurs dans l'un de ses ouvrages, qui s'appelle « La stratégie de l'invisible », la réponse que lui fit Mishima à l'une de ses questions. Alors qu'il interviewait le célèbre écrivain japonais au domicile de celui-ci, il lui demandait, parce qu'il voyait l'ameublement qui était présent dans le domicile qui était très occidental,
il lui demanda, mais comment pouviez-vous expliquer qu'il n'y ait rien de japonais dans toute votre maison? Et la réponse de Mishima fut très simple et pragmatique. Mishima lui répondit, ici, seul l'invisible est japonais. L'exigence qui est induite par cette vision du monde, elle est grande, et nombreux sont ceux qui abandonnent cette quête quasi mystique de l'éducation de soi, qui passe par l'humilité, le travail silencieux, la répétition des gammes. La nécessaire traction de soi vers le haut, qui touche au respect même de la vie et sublime l'être, elle est considérée véritablement comme un devoir au pays du soleil levant. Dans cette culture, on considère que la brillance acquise va avoir un bénéfice incroyable puisqu'elle va éclairer tout le monde. Alors dans cette quête, le silence et le non-dit font partie intégrante de la qualité d'être, de l'enseignant et de l'élève, du praticien et de son patient. C'est le geste qui parle. Et ces mots sont alors inutiles. L'enseignant montre une fois et l'élève cherche à reproduire ce qu'il a vu et perçu. Cela implique de sa part une grande vigilance, une grande concentration et une virginité mentale qui n'interprète pas mais se contente d'observer. En consultation, cela implique la même présence de la part du praticien et de la part du patient. Alors voilà bien des propositions difficiles à admettre pour un esprit occidental, habitué au confort matériel et à la culture du commentaire, certes. Mais c'est là que se situe la clé majeure du bain culturel dans lequel le shiatsu a pris naissance. Qu'est-ce que l'on peut mettre derrière l'idée ou la notion d'âme japonaise? Eh bien, l'essence même du shiatsu et de toutes les techniques thérapeutiques ou martiales issues du Japon ne peut être saisie et comprise sans connaître la matrice philosophique et spirituelle qui fut parfois encore la sienne. Aucun geste, aucune pratique, aucune technique n'est concevable sans être porteur d'une qualité d'intention par celui qui les réalise. Le geste en lui-même, l'objet pour lui-même sont vulgaires et peu respectables s'ils ne laissent pas transparaître autre chose que ce qu'ils montrent au premier degré. Il suffit pour cela d'ailleurs, si on a eu la chance de pouvoir aller au Japon, de se trouver face à un jardin de pierre ou un simple torii au bord d'une étendue d'eau, ou bien de découvrir la courbe du toit d'un temple pour en être persuadé. Le sentiment ressenti est inexprimable, mais bien réel. Et que dire d'une calligraphie ou d'une estampe réalisée par un maître? D'une cérémonie du thé, ce qu'on appelle le cha no yu, qui nous laisse en silence et transporté par un souffle pacifiant d'une intensité troublante. C'est le sentiment ressenti face à cette esthétique époustouflante qui émane d'une simple composition florale de l'ikebana, d'autant plus belle et puissante qu'elle est justement simple et épurée. Et que dire de ces bonsaïs centenaires dont la force et la tranquille présence traduisent celle du maître qui les taille et les structure. Alors tout cela peut sembler bien loin du shiatsu, alors qu'en fait il n'en est rien. Parce que dans le shiatsu, la puissance du geste thérapeutique s'abreuve à la source de l'âme du pratiquant. Celle-ci se polit au fil des jours, des katas, des misogi répétés. Elle se nourrit au fil d'une respiration dont l'amplitude dépasse celle de la simple cage thoracique pour atteindre à celle de l'esprit et de son espace d'expression. Nous sommes là dans un propos très philosophique qui n'est pas une dimension accessoire d'une pratique, mais bien au contraire sa racine maîtresse. Nous allons retrouver ces racines à travers les deux piliers fondamentaux de tout ce qui sous-tend la culture japonaise, et en particulier notamment bien sûr le shiatsu. La pensée shinto et le bushido. La pensée shinto, c'est une pensée qui est une pensée dite animiste, c'est-à-dire qui place une âme dans les choses.
Le Shinto est la conscience qui sous-tend la mentalité japonaise, le fondement de la culture et des valeurs du Japon, écrit Motohisa Yamakade dans son livre Shinto, sagesse et pratique. Cela a au moins le mérite d'être clair et précis. Nous sommes là dans la définition de l'archétype majeur de cette culture et de ce peuple insulaire et guerrier, et en même temps conquérant et sensible. Le Shinto est connu chez nous comme étant plutôt la première religion du Japon, mais en fait il s'agit sans doute très certainement de quelque chose d'un peu plus vaste que cela. Au-delà d'une conception du divin ou d'une forme de divinité, en fait c'est une conception de l'inscription du vivant individuel dans un ensemble plus vaste, universel et matriciel. L'essence de la pensée Shinto est profondément ancrée autour d'une notion d'unité. Et le divin, il y est tout autant transcendant qu'immanent, intérieur qu'extérieur, présent que lointain, subtil que dense. Dans cette pensée spirituelle, la présence du divin se manifeste en toute chose, et toute chose, quelle qu'elle soit, peut en être l'expression. Nous sommes donc là en présence, en fait, d'une pensée profondément animiste, pour laquelle toute chose, tout objet, tout élément du vivant sont des avatars d'une matrice originelle universelle, à laquelle ils sont reliés par un fil ténu, qui demande à être respecté et entretenu pour ne pas être rompu. C'est la notion du kami. C'est la notion de ce que l'on peut appeler le souffle divin. Et cette notion, elle est majeure, tant dans son acception externe, que dans celle interne de l'individu qui peut se réaliser par la quête de chacun et par son exhortation au meilleur et à l'excellence. Par conséquent, dans la pensée Shinto, ce qui compte, eh bien, ce n'est ni le plein ni le manifesté, mais le vide et le non-visible. Ce n'est pas la maison, mais celui qui l'habite. Ce n'est pas le geste, mais c'est l'intention. Ce n'est pas la prière ni le rituel, mais le cœur et la présence qui y sont mises. De nombreux ouvrages sur le Japon ou la pensée japonaise traduisent cela d'ailleurs jusque dans leur titre. J'ai évoqué tout à l'heure la stratégie de l'invisible par Michel Random, mais il y a aussi l'éloge de l'ombre qui a été écrit par Tanizaki Junichiro ou l'âme des mots de Koji Ogasawara. Ce qui est intéressant en tout cas pour les orientaux, c'est la voie. Ce qui les intéresse, c'est le chemin, alors que ce qui intéresse les occidentaux, c'est le but. Et la différence est abyssale. Et elle produit bien sûr des effets qui sont assez profondément différents. Pour l'Orient, l'esprit précède le geste. L'intention véritable le nourrit, et c'est cela qui le rend performant et pertinent, et pas ou peu la technique. C'est ici que le deuxième pilier, le Bushido, prend sa place organisatrice. Le Bushido, l'art du comportement. Bushido, c'est la voie, c'est le do, c'est la voie du guerrier qui s'appelle Bushi. C'est l'essence, la racine de l'art comportemental et moral qui imprègne chaque japonais de façon inconsciente. Démonstration évidente de ce que peut être un archétype. En cela, le Bushido, c'est le deuxième pilier de l'âme japonaise. C'est au Shinto son pendant sociétal. Il imprègne chaque japonais, qu'il pratique un art martial ou non. Il codifie, organise chaque rapport à l'autre et à la vie en général, à ce que l'individu est et fait, et ce jusque dans les strates les plus extrêmes de la population, des plus simples aux plus hors la loi, comme par exemple les Yakuza. Il place l'honneur et le respect de l'engagement au-dessus de tout. Bushido, c'est un peu comme l'esprit chevaleresque occidental. C'est le souffle qui anime toutes les sagas, les grandes épopées comme la fameuse quête du Graal et les chevaliers de la table ronde. Et cependant, un des points du Bushido qui le différencie de tout le reste, c'est ce qui est très précisément ancré dans la pensée Bushido, c'est le rapport à la mort. Dans le Bushido, ce rapport est façonné par la pensée Shinto sous-jacente et par l'idée que l'individu est avant tout une partie d'un ensemble auquel il participe et qui le fait, lui,
et non l'inverse. La nuance peut sembler subtile et pointilleuse, mais elle est majeure. Cette vision implique que l'individu a, avant tout, des devoirs vis-à-vis du groupe, puis ensuite, du fait de ce qu'il est ou fait, des droits naturels qui en découlent. Dans le code du Bushido, la vie doit être respectée pour autant qu'elle soit respectable, dans le sens noble du terme, bien sûr. En cela, tout samouraï est prêt à mourir à tout moment, si cela se justifie, pouvant aller jusqu'au seppuku, ce que l'on appelle le harakiri aussi, en d'autres termes, en cas de déshonneur. Les traces les plus anciennes de la notion de Bushido remontent au XIe siècle, avec le clan Minamoto. Cet ancien code guerrier qui s'appelait le Kyuba no Michi, la voie du tir à l'arc et du cheval, n'était pas écrit mais était plutôt une tradition orale et comportementale. C'est une sorte de code moral historique du comportement et il s'est constitué au fil des siècles dans le creuset spiritualiste shinto et moralisateur du bouddhisme confucéen. Dans tous les ouvrages ultérieurs qui ont constitué le fond culturel du Budo, jusqu'à l'époque moderne Meiji, les valeurs mises en exergue sont celles qui font aujourd'hui encore le pendant référentiel du Shinto. Intimement lié au Shinto, coloré de bouddhisme et de confucianisme, le Bushido s'appuyait à l'origine sur 3 valeurs fondamentales, la sagesse, chi, la bienveillance, nin, le courage, yu. Ces 3 grandes valeurs nobles et universelles, qui sont les racines du système de valeurs du Bushido, induisaient 3 comportements nécessaires, le respect de la vie respectable, la droiture, la fidélité aux engagements, et la protection, c'est-à-dire l'esprit de bienveillance vis-à-vis du faible. Ce que le Bushido apporte, par conséquent, c'est l'essence de la façon d'être de tout japonais qui se respecte, et en particulier, pour ne pas dire encore plus, de tout japonais qui recherche l'excellence dans ce qu'il est et ce qu'il fait. Le fil est ténu, et il peut vite se rompre si l'on n'est préoccupé que de matière et de facilité. On peut pourtant illustrer cela de façon simple, avec l'idée de quelqu'un qui plante un arbre. Celui qui plante un arbre pour savoir plus tard et avoir plus tard des bûches pour son feu ne regardera pas pousser et ne s'occupera pas de cet arbre de la même façon que celui qui l'aura planté pour en faire une charpente de toit ou pour ses enfants et ses petits-enfants. La différence dans le visible externe ne se verra peut-être pas, mais celui qui a planté l'arbre pour ses enfants le regardera grandir chaque jour, s'occupera de lui avec attention, voire amour, protégera ses environs, et etc. L'arbre sera devenu un objet de préoccupation et de présence qui le portera chaque jour vers le meilleur. Il sera devenu un projet de vie, un projet du vivant, une perpétuation qui dépasse l'individu, et qui ainsi aura posé un acte qui le dépasse dans le temps et dans l'espace. Aussi, nous voyons à travers ces dimensions philosophiques, à travers ces racines culturelles, combien le shiatsu est un art qui est un art porteur d'une richesse d'être, d'une attitude, d'une portée, d'une pensée, d'une vision comportementale, qui va aller nourrir avec une puissance incroyable, sans doute, la profondeur du geste et la capacité de celui-ci à dépasser la simple détente physique ostéo-articulaire pour aller vers quelque chose d'un peu plus puissant. Il sera porteur d'une intention qui ira nourrir l'énergie. Et voilà ce que je pense et que j'essaye de transmettre dans mon institut et à travers mes écrits, comme par exemple l'ouvrage spécifiquement consacré au shiatsu qui s'appelle Shiatsu fondamental. Et je vous donne maintenant rendez-vous pour le prochain texte où là nous allons aborder ce qui est la question des origines techniques du shiatsu, à savoir le Kampo.